Merci à tous les quatre et merci à vous d'être restés pour ce dernier débat de la matinée. On va parler de panneaux solaires. Il y a encore 3 jours, on avait 2 grands projets français d'usines de panneaux solaires qui devaient voir le jour. Et on n'en a plus qu'un. Aujourd'hui, ça tombe bien, il est juste à côté de nous. Je dirais pas qu'on avait misé sur le bon, mais en tout cas, on avait accueilli l'autre il y a 2 ans. Donc, il était tout naturel qu'on accueille cette fois-ci Holosolis. Carbone n'est plus, donc la plus grande usine française de panneaux solaires ne verra pas le jour. Du côté de Fos-sur-Mer, l'abandon du projet a été annoncé mardi, ce qui fait que cette table ronde tombe très bien avec l'actualité. Il nous reste donc uniquement Holosolis pour porter les ambitions d'une production tricolore de panneaux photovoltaïques. Une filière qui semble avoir été embarquée par les velléités de la réindustrialisation en France et qui bénéficie d'un soutien massif des pouvoirs publics puisqu'elle peut permettre de décarboner notre économie. Alors derrière la chute de carbone, évidemment, se pose la question de la viabilité de ces projets-là en France et en Europe. Certains disent qu'elle peut traduire un manque de vision stratégique face à une Chine qui aujourd'hui est ultra dominante dans la production mondiale de cellules photovoltaïques. D'autres, et c'est le cas de Carbone, accusent l'Europe d'un manque de protection et de soutien envers son industrie. Alors si c'est un combat qui peut être perçu comme perdu d'avance, est-ce qu'il faut vraiment industrialiser à tout prix les panneaux sur le sol français ? Une mission qui est en tout cas très périlleuse, et c'est la vôtre, Laurent Baudin. Vous êtes directeur commercial d'Holosolis, qui porte donc l'autre grand projet français dans l'Est, en Moselle. Vous allez nous en parler. Tout au bout, là-bas, c'est Karine Guillot. Merci d'être ici. Vous êtes conseillère en intelligence industrielle. Vous n'êtes pas une experte de l'énergie, mais plutôt des questions industrielles. Et ça va être très intéressant du coup de vous avoir avec nous pour nous expliquer un peu les enjeux autour des composants des panneaux solaires. Antoine Chalot, ici en Bordeaux. Vous êtes directeur général de Rosy Solar, qui est une start-up industrielle très axée sur la recherche également, puisque vous développez un procédé de recyclage du silicium, qui sera très utile donc pour structurer aussi une chaîne de valeur en France et en Europe. Et enfin, Philippe Massé, vous êtes directeur de l'exploitation de l'Institut Becquerel, un institut qui est très pointu sur le suivi des marchés photovoltaïques et des grandes tendances. On va commencer tout de suite avec l'actu et je vous pose la question... Laurent Baudin, pour commencer, votre réaction à l'abandon du projet Carbone, qu'est-ce que ça traduit sur votre filière? Je vous laisse saisir un micro. Alors, bonjour à tous et merci pour l'invitation. C'est difficile pour moi de parler aujourd'hui, évidemment, compte tenu de l'actualité, mais je pense que... ça traduit une chose, ça veut dire qu'il y a des projets déjà. Et quand on écoute l'ensemble des intervenants ce matin, il nous faut des consommateurs d'électricité aussi. Alors pour consommer l'électricité, c'est sûr, il faut des personnes comme vous et moi, mais il faut aussi des industries. Donc les phénomènes de réindustrialisation, ils sont là. Bon, après... avant de parler spécifiquement des fabricants de modules photovoltaïques, je voudrais avoir un mot pour l'équipe Carbone parce que, et les remercier pour le travail qu'ils ont pu accomplir avec Pierre-Emmanuel Martin, leurs actionnaires, des gens qui ont pris des risques, qui ont mis de l'argent sur un projet qui est assez risqué au départ, mais en fait qui est crédible, puisque nous, on existe toujours. Aujourd'hui, on est un projet de 5 gigawatts de fabrication de modules et de cellules. C'est un point à préciser, parce que le cœur du produit, c'est la cellule. Donc voilà, je dirais, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Par rapport au projet Carbone. Merci pour ce que vous avez fait. Je pense que ça va nous aider et c'est ce que j'espère. Et comment vous analysez cet abandon à ce moment-là précisément? Vous avez évoqué les enjeux d'électrification qui sont en retard. C'est ça pour vous le principal motif? Je pense que si on regarde les revues de presse diverses sur le sujet, en fait, la raison invoquée par Carbone est qu'il n'y a pas de marché. C'est-à-dire que les autorités n'ont pas été capables de leur créer un marché suffisant pour pouvoir justifier la création d'une industrie. Bon, nous, on n'a pas du tout la même vision. Alors, c'est certainement dû
à l'état d'esprit extrêmement dépressif qu'on peut avoir en France sur le marché des renouvelables aujourd'hui. Je pense que les interventions depuis ce matin en sont la preuve. Mais il faut voir un peu plus large et le marché, il faut aller un peu le chercher. Donc nous, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a sécurisé 27,5 gigawatts de lettres d'intention avec un niveau de prix. Donc c'est vraiment des intentions chiffrées. Le carnet de commandes se porte plutôt pas mal, puisque votre capacité de production, ce sera 5 gigawatts annuels. Exactement. Donc sur une dizaine d'années, aujourd'hui, on a un carnet de commandes virtuel, certes, puisque ça reste de la lettre d'intention, évidemment, mais ça veut dire que les clients réagissent, ils anticipent. Ils se disent oui, ça va arriver. Ce que Carbone revendiquait aussi dans une certaine mesure. Alors j'imagine que si vous êtes ici, c'est aussi pour nous dire pourquoi Holosolis va fonctionner là où Carbone n'a peut-être pas réussi. Alors, Carbone, certainement, oui. Je pense qu'ils l'ont revendiqué également. Mais il faut savoir parfois regarder au-delà des frontières. Nous, c'est ce qu'on a fait. Alors, il y a les frontières françaises, il y a l'Europe. On est assez bien positionné au niveau de l'Europe. Les accords qu'on a sont avec des sociétés françaises, mais aussi européennes, voire extra-européennes, puisqu'il y a le marché canadien et nord-américain. Globalement, qui nous sollicite aussi. Donc, je veux dire, le marché, il est là. Et aujourd'hui, il faut aussi avoir une offre, en tout cas cibler des segments de marché sur lesquels on peut développer la vente de panneaux solaires, pour ce qui me concerne, déconnectés de toute réglementation. Et ça existe. C'est essentiellement, pour le citer, le marché du résidentiel et du petit CNI. Pourquoi ? Parce qu'il y a une répartition de la valeur qui est très inégale entre les fabricants de composants et le fournisseur final. Philippe Massé, votre réaction à l'abandon du projet Carbone, est-ce que vous avez été surpris ? Sachant que, si on peut préciser, le fondateur de l'Institut Becquerel était un des cofondateurs de Carbone. Oui, même si le niveau d'implication par rapport aux autres cofondateurs n'est pas comparable, mais c'est un projet qu'on connaît bien. Vous avez cité Gaëtan Masson, mon associé, qui était aussi cofondateur de Carbone. Par ailleurs, on a conseillé Carbone il y a quelques années pour faire leur choix stratégique, orienter leurs plans commerciaux. Et d'abord, je suis extrêmement déçu et j'ai un mot d'abord pour l'équipe. Et vous n'êtes pas le seul, je pense, dans la salle. Ensuite, je pense que c'est, comme ça a déjà été évoqué, toutes les raisons qui ont été invoquées dans la presse ne sont pas les seules. Je pense qu'il y a eu quelques errements stratégiques du côté de Carbone. C'est un projet qui est né aux alentours de fin 2021, début 2022, à un moment où les prix étaient très très élevés. Pour le prix d'un module, on était à 20 centimes, voire plus. Et donc à ce moment-là, penser à un projet de 5 gigawatts intégré des wafers jusqu'au module, ça pouvait avoir du sens. Mais dès 2023-2024, les prix se sont écroulés. Et là, je pense que c'était évident que faire des modules avec des wafers, des cellules européennes, qui allaient se vendre à 30 centimes alors que la concurrence était à 10 centimes, c'était plus le bon choix. Il aurait fallu, ils ont pivoté. On a vu, je pense que tout le monde a vu le projet Carbone One qui a été annoncé il y a un an environ. Qui était un peu le démonstrateur avant de passer à l'étape industrielle. Commencer par des modules uniquement à 500 MW environ. Ce choix aurait dû être fait plus tôt. Et malheureusement, aujourd'hui, il paye les pots cassés de cette ça en dit beaucoup sur l'industrialisation qu'on est capable de réaliser en France. Juste, vous avez évoqué la question du prix. Je voudrais qu'on s'y attarde un peu parce qu'elle est intéressante. Votre institut avait démontré qu'en Chine, pour être rentable, un fabricant de panneaux solaires pouvait produire des panneaux à 15 centimes le watt. En Europe, c'est 25 centimes. Ce qui veut dire que, est-ce qu'il faut qu'en Europe, on abandonne l'idée de se dire on va être aussi compétitif que la Chine, et si oui, sur quoi est-ce qu'on peut se démarquer du coup? Je ferai attention aux chiffres parce que on peut leur faire dire ce qu'on veut, et les 25 centimes, c'est si on fait une intégration verticale totale. Si on se focalise sur les modules, ou bien si on fait juste modules et cellules, on peut déjà être bien plus compétitif. Le point important à avoir en tête sur les prix, c'est que, les prix qu'on a connus ces 2 dernières années et qui ont été pratiqués par les Chinois sont insoutenables, c'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent, ils en perdent encore. Il y a une guerre des prix entre les 3 principaux fabricants, les prix en plongent. Voilà. Et donc, on voit aujourd'hui, enfin, c'est en train de remonter.
Donc là, il y a une opportunité, et c'est d'autant plus dommage que Carbone doive mettre la clé sous le paillasson aujourd'hui, parce que le momentum est en train de changer. Donc les prix il y a un bain de sang toujours en cours en Chine au niveau industriel, c'est en train de changer. Surtout en Europe, parce qu'il y a les inventaires se sont vidés, tout le monde veut commander des modules au même moment. On a des prix maintenant, ils étaient à 10 centimes, je vois des modules à 15 centimes aujourd'hui. Donc il y a un vrai changement, et c'est fait pour rester. C'est-à-dire qu'on savait que ce creux de la vague avec des modules à 10 centimes, 9 centimes, c'était temporaire parce qu'ils perdent de l'argent, et il n'y a pas d'indicateur comme quoi ces coûts vont rebaisser. On a l'argent qui reste très élevé, le polysilicium qui est bas, mais qui va remonter parce qu'eux aussi perdent de l'argent. Donc c'est structurel. Ce qui veut dire que si l'écart de prix entre la Chine et l'Europe, l'écart de coût de fabrication diminue, est-ce que finalement l'argument souveraineté de produire en Europe va être plus fort à ce moment-là pour les développeurs? Oui. Et c'est le retour qu'on a, et c'est pour ça qu'il y a des projets qui existent et même des usines précédentes qui existaient déjà avant et qui continuent de survivre. Il y a une partie du marché qui est prête à payer pour du panneau européen jusqu'à un certain point. Et si on arrive à réduire l'écart à, je ne sais pas, 20% par exemple, ça fonctionnera. Et on peut le faire. C'était peut-être plus vrai il y a 2 ans que dans la situation actuelle, avec toutes les difficultés dont on a parlé déjà ce matin. Je voudrais qu'on s'intéresse vraiment au cœur d'un panneau solaire avec vous, Karine Guillot. Je l'ai dit, vous n'étiez pas une experte de l'énergie, mais vous avez fait tourner vos bases de données depuis une semaine pour voir concrètement de quoi était fait un panneau solaire. Et vous vouliez nous présenter un peu la criticité de l'origine des composants. Donc si on peut afficher les slides, s'il vous plaît. Alors peut-être avant d'aller sur les détails de la criticité d'un panneau solaire, ce qui est important de répondre, parce qu'on a une question, alors si on peut peut-être juste enlever 2 secondes le no slide, spoil. excuse-moi. On les remettra après. On remettra Jérémy. après. En fait, la table ronde est extrêmement intéressante. Le titre, c'est « À tout prix ». Est-ce qu'on doit faire du MIF à tout prix? Et la question que pour répondre ce qu'on devrait... les questions qu'il faut se poser sur le « à tout prix », c'est quel est le coût de ne pas le faire à tout prix? Quelles sont les conséquences si on ne produit pas les panneaux solaires en France? Quelles sont les conséquences si, en réalité, nous ne sommes pas souverains? Et ça, c'est une question extrêmement importante à poser dans le débat, avant d'aller un peu dans les détails. Et je pense que là, on peut réfléchir en tant que citoyen, individu, de façon peut-être un peu macroéconomique, puis microéconomique. Donc macroéconomique, la conséquence sur l'énergie, c'est la question de la souveraineté. Et on l'a vu avec la guerre en Ukraine, quand sur l'énergie, on s'attaque à un poste souverain, on voit les conséquences en cascade sur l'ensemble de l'économie. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est celui de la balance commerciale. Parce qu'on ne l'évoque pas trop, j'entends toujours parler de coûts. C'est un véritable problème de creuser le déficit, puisqu'aujourd'hui, ce secteur creuse le déficit de la balance commerciale à hauteur de 4 milliards d'euros par an. Alors j'entendais tout à l'heure de parler de bénéfices pour effectivement les panneaux solaires qui étaient installés, les bénéfices au niveau des collectivités, et on me parlait de 300 millions d'euros. Moi, je ramène ces 4 milliards d'euros à ces 300 millions d'euros, et je dis, ça pose quand même un problème de continuer à s'enferrer dans cette dépendance. Voilà, ça c'est les aspects macroéconomiques. Si on vient maintenant sur les aspects plus microéconomiques, au niveau des entreprises, et là je pense qu'on est vraiment dans le cœur du sujet avec les bons participants, d'un point de vue microéconomique, en fait, ne pas être souverain, qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vous entends parler de coûts de production, mais il y a un coût dont on ne parle jamais, c'est le coût qui consiste à calculer le fait de ne plus être en lien entre la R&D et la fabrication. Et on a vu que ce lien-là, quand il était coupé, il expliquait le positionnement aujourd'hui de l'industrie en France. Vraiment, je défends l'industrie française, vraiment, je suis admirative de ce sujet, mais il faut dire une vérité, c'est que l'industrie française, en général, est positionnée sur une sorte de niche qu'il faudrait éviter, qui est un positionnement moyenne gamme, à prix plutôt élevé. Et ça, c'est la conséquence directe d'avoir coupé la R&D de la fabrication, parce qu'il n'y a plus de capacité de réactivité. Voilà. Et enfin, le dernier point, et ça, je descends toujours un peu plus, maintenant c'est du point de vue du consommateur. On parle de coût de fabrication, on ne parle pas de prix d'usage. Aujourd'hui, vous l'avez dit très justement, le coût auquel on l'achète est inférieur au coût de production. Et ça, même les Chinois en sont victimes en ce moment.
et ils le disent. Et alors, j'aimerais vraiment qu'on revienne sur les éléments de politique stratégique de la Chine. Eux-mêmes font l'autocritique de ce qu'ils appellent l'anti-involution, c'est-à-dire le fait d'avoir mené des guerres fratricides sur leurs propres coûts de production qui sont complètement catastrophiques aujourd'hui, mais que l'État soutient. Voilà. Et donc, si vous voyez tout ça pris en compte, la conclusion de notre réflexion sur le Made in France à tout prix, c'est le Made in France à tout prix versus quoi? Versus un modèle où on est importateur par défaut, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc là, moi j'ai envie de dire, oui, effectivement, il faut essayer de faire une Made in France, mais la question seconde, c'est quel est notre point de départ? Et alors là, je veux bien qu'on affiche, s'il vous plaît, la slide suivante sur la chaîne de valeur. Donc on va voir un peu de quoi est composé un panneau solaire. Voilà. Alors, et comment on peut s'approvisionner, quelles sont les sources d'approvisionnement pour en fabriquer un. Donc en fait, ça c'est des questions qu'il faut se poser avant d'aller sur le prix, me semble. C'est est-ce qu'on peut le faire, quoi? Est-ce qu'on peut y arriver? Bon, c'est une question auxquelles Carbone finalement a mis un terme, mais heureusement le CIC est toujours là pour porter un peu cet espoir. Donc on a fait, donc je vous ai expliqué, moi je ne suis pas du tout une experte des panneaux solaires. En revanche, on a un modèle d'analyse décisionnelle et une base de données extrêmement puissante qui nous permet de créer donc, ce qu'on appelle les BOM, donc des Bill of Materials, enfin la liste des composants pour faire un panneau. Et donc, on a une petite cinquantaine du coup. Voilà, donc on a fait un panneau lean, ramené à une cinquantaine de composants, si je pense, voilà, ne sera pas remis en question. Et alors ce qu'il faut voir là, c'est que c'est sur cette cinquantaine de composants, la moitié peut être considérée comme des produits au sens large, donc des intrants de matières premières au sens large, donc intrants, matières premières et composants, qui sont soit critiques, c'est-à-dire que si on en manque, il y a une rupture en cascade sur l'ensemble de chaînes de valeur. Et par ailleurs qu'il y a peut-être peu de fabricants qui sont capables de les fournir, ou peu de pays qui les fabriquent. Alors, ils sont à la fois critiques et vulnérables. Vulnérables, ça veut dire que un problème, un Covid, une guerre, des tensions géopolitiques arrêtent les approvisionnements. Donc ils sont à la fois critiques, c'est-à-dire si on ne les a pas, il y a des conséquences en cascade, et vulnérables, on sait qu'il y a des problèmes d'approvisionnement. Et donc 50% soit sont critiques et vulnérables ou stratégiques et vulnérables. Stratégiques, il y a moins de ruptures court terme, mais ils sont importants pour la compétitivité. Et alors quand on a ça en tête, ça pose complètement le débat de façon différente quand même. Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas une relocalisation à tout prix, mais en fait on va juste mettre un coup. Non, ça complexifie énormément le process industriel. Voilà. Ça veut dire aussi on a beau relocaliser la fabrication, relocaliser et maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est tout autre chose. Alors, et là, est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire? Le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas l'intégralité de la chaîne de valeur. Comme on le sait, en fait, on est... alors, je ne sais pas si on peut mettre la slide suivante, peut-être. Voilà. Je vous ai fait une petite représentation de la chaîne de valeur sous la forme de courbe du sourire, pour ceux qui connaissent cette courbe. Si vous voulez, sur l'axe horizontal, vous voyez le process, les différentes étapes. Donc amont, donc de la matière première, la conception, au milieu, la fabrication, l'assemblage, et l'aval, le déploiement et les services. Et puis sur l'axe vertical, vous voyez la valeur ajoutée de ces étapes. Et je reviens un peu sur ce qu'on s'est dit en amont. Pourquoi finalement on a assisté à un mouvement de délocalisation? C'est très intéressant en fait ce secteur. On est vraiment sur un mouvement de délocalisation puisqu'on a eu les prémices de cette filière dans les années 80-2000. On avait des fabricants en Europe. On avait des fabricants en Europe de panneaux solaires. Ils étaient sur la partie cellules, voilà. En France. En France avec Photowatt notamment. Donc en fait c'est un leadership qu'on aurait pu avoir, qu'on a eu initialement et qu'on a externalisé, sur lesquels les Chinois ont vraiment réussi à prendre le devant en le financement. Il y a eu un financement extrêmement, un soutien de l'État, suivi des industriels évidemment. Et donc là la question aujourd'hui c'est... quand on ne maîtrise finalement que l'amont, un peu la R&D, et encore on peut peut-être un peu le contester, mais surtout l'aval, il faut le dire, puisqu'on ne fait plus qu'installer, comment on fait pour remonter la chaîne?
Voilà, donc ça c'est ce que se propose de faire Holosolis. Et justement, c'est intéressant parce que derrière les Gigafactory, il est en train de prendre son micro, il a tout compris. Il y a aussi tout l'amont, les fournisseurs, les chaînes d'approvisionnement. Les Gigafactory, ça fait pas tout. Et est-ce que c'est un peu dans cette perspective que vous vous positionnez aujourd'hui, Rosy Solar, même si le silicium, ça peut fournir plein d'industries différentes. Pour vous, l'industrie solaire qui se développe en Europe, qu'est-ce que ça représente ? Alors, chez Rosy, on a deux relations à l'industrie solaire. La première, c'est que c'est notre fournisseur de matières à recycler. Donc, on part de panneaux photovoltaïques et on en fait des nouveaux matériaux, des matériaux qui sont principalement du silicium, de l'argent, du cuivre, de l'aluminium et du verre. C'est le gros des matériaux, ou en tout cas les matériaux qui ont de la valeur dans les panneaux photovoltaïques. Et puis après, on va les revendre. Et actuellement, on ne les revend pas à l'industrie photovoltaïque parce que ça voudrait dire vendre à des clients chinois. Et nous, ce n'est pas intéressant aujourd'hui de vendre des matériaux à des clients chinois. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de vendre à des clients européens. Et si possible, dans la filière photovoltaïque. Malheureusement, cette filière photovoltaïque, elle est en très mauvais point. Alors, au-delà d'Holosolis, il y a aussi Voltec en France. Il y a quelques acteurs qui font de l'assemblage de panneaux. Mais nous, on ne peut pas leur fournir des matériaux à ces assembleurs de panneaux. On ne peut même pas fournir des matériaux à des fabricants de cellules photovoltaïques. Nous, on fournit des matériaux à des gens qui vont faire les composants de base de l'industrie photovoltaïque, donc de la pâte d'argent, du silicium photovoltaïque, etc. C'est des matériaux qui sont extrêmement exigeants et dans lesquels être compétitif, c'est revenir sur des rationnels où l'Europe a du mal à se positionner. Ce qui veut dire qu'il manque encore des briques entre vous et la Gigafactory européenne. Donc nous, on est en lien très étroit avec des industriels de l'industrie plutôt lourde, de la chimie, du verre, de la métallurgie, qui sont les futurs fournisseurs des briques élémentaires de Holosolis, mais qui auront du mal à se positionner tout de suite pour faire une chaîne de valeur complètement intégrée. Mais par contre, on arrive à créer une nouvelle source de matériaux qui est nécessaire en Europe. Alors juste pour donner un ordre de grandeur, pour bien comprendre, alors la Chine, c'est quasiment la totalité des panneaux qui sont produits dans le monde, au moins des cellules photovoltaïques. Les cellules photovoltaïques, c'est la brique de base. Aujourd'hui, pour faire les cellules photovoltaïques qui sont utilisées dans le monde, il faut 1 million de tonnes de silicium. C'est un tiers de la production mondiale à peu près de silicium. Et la Chine, qui en produisait assez peu et de très mauvaise qualité il y a 10 ans, maintenant c'est le leader de très très loin sur le silicium. Donc même les Européens, aujourd'hui même les grands industriels européens sont dépendants de la Chine parce qu'ils sont super compétitifs sur la production du silicium. La production du silicium, c'est de l'énergie, du capital. Donc en gros, quand vous avez des banques qui vous prêtent de l'argent gratuitement et de l'énergie pas chère, vous êtes moins cher. Et donc les autres industries sont aussi concurrencées par la Chine. L'autre matériau très important, c'est l'argent. Alors l'argent en Europe, on a de la chance, on en a un peu, on en recycle pas mal, pas suffisamment, mais on en recycle pas mal, et on a des mines, mais on est quand même importateur net. Et si on veut refabriquer du photovoltaïque en Europe, ça va demander beaucoup d'argent. L'argent, aujourd'hui, il y a un déficit, les prix sont en train d'augmenter parce qu'il y a un déficit structurel. Le photovoltaïque, maintenant, ça représente 25% de la consommation mondiale d'argent. Donc c'était rien il y a 10 ans, maintenant c'est 25%, donc c'est une limite, en gros une des limites de l'augmentation de capacité au niveau mondial du photovoltaïque, c'est la disponibilité de l'argent, parce que ça pour le coup on ne peut pas construire une usine de plus et avoir plus d'argent, il faut des sources d'argent. Et derrière, il y a d'autres industries qui en demandent beaucoup. L'automobile électrique demande plus d'argent, les pâtes d'argent ça sert dans plein de trucs, et les data centers ne demandent pas de l'argent. En gros tout le monde demande de l'argent en ce moment. Et donc, si en Europe, on veut produire des panneaux photovoltaïques, il faut être capable de produire plus d'argent. Et là, c'est là que nous, on intervient. C'est-à-dire qu'on est au début d'une vague massive de panneaux photovoltaïques qui vont arriver en fin de vie. Et ces panneaux photovoltaïques, ils ont en leur sein du silicium de bonne qualité. C'est le seul produit dans le monde qu'on peut recycler pour récupérer le silicium, parce que le silicium, ça n'a pas beaucoup de valeur. Donc, on arrive à être compétitif, nous, mais ce n'est pas possible dans les autres domaines où il y a du silicium. Et l'argent, c'est la plus grosse source d'argent à recycler en Europe. Maintenant, c'est l'argent qu'il y a dans les panneaux photovoltaïques. Et donc, nous, on se concentre sur ces deux matériaux-là. Alors, on a la chance, il y a d'autres matériaux à recycler qui nous font aussi du revenu. Mais c'est sur ça qu'on va se battre pour fournir l'industrie européenne. Et je l'espère, à un moment ou à un autre, fournir Holosolis et les autres acteurs de la filière photovoltaïque. D'ailleurs, on a un accord, c'est ça. je pense. Par rapport à ce qui a été dit justement, Laurent Baudin, sur cette capacité à avoir toute la chaîne de valeur, est-ce que vous êtes
confiant ou non? Et est-ce que finalement, ce sera des panneaux français ou des panneaux chinois assemblés en France? Alors déjà, non. Je suis très confiant, je veux dire plutôt, puisqu'il y a d'autres projets qui existent. Rosie et nous avons la chance d'avoir un actionnaire commun qui est en charge, qui s'appelle InnoEnergy, qui est en charge de développer justement ces projets de réindustrialisation, et plus particulièrement dans le domaine du renouvelable. Il y a un projet de fabrication de wafers en Espagne qui s'appelle NextWave, voilà, avec une capacité assez importante et qui est très soutenue d'ailleurs par l'État espagnol. Rosie, il y a nous, des fabricants de silicium non chinois, il y en existe, des sociétés d'ailleurs assez importantes comme OCI, des Coréens par exemple, Hemlock, des Américains, des Européens d'ailleurs. Le premier non chinois, c'est un Européen, il faut quand même le dire, c'est Wacker, un fabricant allemand. Donc tout ça, ça a besoin, en fait, ça a existé, et c'est ça que je voudrais dire quand même, parce qu'on a l'impression que les Chinois ont tout inventé. Non, on a exporté cette technologie il y a 10 ans, ils ont industrialisé en masse avec de l'argent gratuit, et ils sont, voilà, on a sous-estimé un peu leur capacité à développer ce marché et à devenir indépendants sur ce marché. Et ils ont fait en fait ce qui nous attend dans l'automobile. Je veux dire, je ne veux pas choquer, mais quand vous regardez aujourd'hui le nombre de fabricants de voitures en Chine, c'est 230, donc à ce jour. Donc voilà, c'est-à-dire que la réindustrialisation, elle est essentielle de ce point de vue-là. Alors peut-être que le panneau solaire, ça ne parle pas à la majorité de la population, mais quand on va commencer à toucher aux voitures, là, peut-être ça va parler un peu plus. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue-là, c'est, je pense, important de le mentionner. Et pour revenir sur les matières premières, tout le paradoxe, c'est qu'on n'est pas dépendant en termes de matières premières en Europe. On peut trouver 100% des matières premières en Europe. Donc on peut être autonome sur la partie de production des panneaux solaires. Et la problématique du prix, en fait, c'est une fausse problématique. C'est une question d'économie d'échelle. Et on parle du Made in France. Moi, je dirais plutôt Made in Europe. Parce qu'aujourd'hui, on doit avoir des capacités de production dans les usines pour être compétitif d'au moins 5 gigawatts. C'est l'étude qu'on a faite, nous, en tous les cas. Et 5 gigawatts, c'était le marché français. Ce sera peut-être un peu moins cette année, mais ça va le redevenir rapidement, j'espère. Enfin, donc voilà. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir une vision un peu optimiste et positive. Il y a un fort soutien des autorités, que ce soit nationales ou européennes, même si aujourd'hui le monde des développeurs a l'impression que non, mais c'est encore une fois un phénomène très français. J'étais en Écosse la semaine dernière. Il y a 3 semaines, j'ai été en Pologne, en Irlande. C'est des marchés ultra dynamiques. Et puis on a un marché qui a commencé à mettre en place des mesures pour favoriser l'européen. C'est l'Italie. Donc aujourd'hui, ça fonctionne au niveau européen. Et justement, est-ce que vous en attendez plus de ces règles européennes? Carbone a pointé le fait que le NZIA, du coup, qui est le paquet pour protéger l'industrie en Europe, n'était pas assez volontariste sur la filière solaire. Est-ce que vous en attendez plus? Autrement dit, est-ce que votre projet sera viable seulement s'il y a des conditions de protectionnisme en Europe? Mais bien sûr, mais déjà NZIA, c'est du passé. On est dans l'IA maintenant. Donc le NZIA, c'est un programme d'accélération de l'industrie. Exactement, ça va renforcer les critères du NZIA. Et aujourd'hui, c'est plus un gros mot de dire Made in Europe. C'est quand même fantastique. Bon. Et pour vous, la règle de préférence qu'impose l'Europe sur les produits européens, elle est suffisante aujourd'hui sur les panneaux solaires? Alors, après, le diable est toujours dans les détails. Donc, quand on regarde le texte de l'IA, évidemment, la notion de Made in Europe, c'est Made in Europe et pays avec qui on a des accords sous réserve que les accords soient réciproques. Donc, une fois ça dit, ça veut dire que des pays comme le Vietnam, par exemple, je ne prends pas cet exemple au hasard, puisqu'il y a beaucoup de fabricants chinois qui fabriquent au Vietnam, pourraient éventuellement faire partie de ces accords. Bon, c'est en train de se régler au niveau de la Commission européenne. Aujourd'hui, il y a des discussions. Le texte a été publié il y a 2 mois. On espère un vote final du texte d'ici la fin de l'année, voire début d'année prochaine, où il sera clairement mentionné pays européens, c'est-à-dire les 27 de l'Europe et rien d'autre.
on pense qu'on est en bonne voie dans nos actions sur ce point. Bon, il y a des pays qui freinent un peu, l'Allemagne, bien sûr, historiquement, parce que bon, ils ont d'autres intérêts que la France. Mais sincèrement, je pense qu'on est en bonne voie. Et je tiens quand même un peu, parce que souvent les politiques sont un peu malmenés. Je suis désolé, mais je veux quand même le dire. Les gens travaillent beaucoup pour nous. Et ça ne se voit pas tellement, mais dans les ministères, au niveau, à l'Assemblée, on voit qu'il y a une vraie démarche et un vrai soutien. Et je veux quand même le dire. Voilà. Philippe Massé, vous vouliez réagir peut-être à tout ce qui a été dit sur celle-ci, mais d'abord sur la précédente, un point que je voudrais quand même mettre en avant, c'est qu'on ne peut pas faire sans les Chinois en ce moment. C'est-à-dire qu'on voudrait tous avoir des panneaux 100% européens, être totalement indépendants. Et on peut le comprendre, fabriquer ici, si on est totalement dépendant de la chaîne de valeur chinoise, ça perd un peu son sens, mais c'est un point de départ. Et il ne faut pas oublier, les Chinois le reconnaissent, et peut-être qu'on manque de cette vision ici. On est juste au début du boom du marché du PV. On a installé dans le monde 600 gigawatts, 700 gigawatts l'année passée. On va vers un marché du terawatt par an. En Europe, le 100 gigawatts par an est en vue. Donc il est encore temps. Et on est à la première étape, on dépend des Chinois à ce stade. Il faut juste une feuille de route pour monter ces étapes. On a vu le graphe juste avant, faire les cellules, c'est très bien. Créer un écosystème pour les composants qui composent le module, qui fournissent aussi la chaîne de valeur cellule. On a l'avantage aussi, et il faut le pointer, des fournisseurs d'équipements, à la fois pour assembler les modules, mais aussi pour fabriquer les cellules. Ça, c'est une force unique parce qu'il y a aussi de l'IP, enfin de la protection intellectuelle à ce niveau-là, donc des connaissances qui sont en fait l'élément clé. C'est eux qui savent vous dire comment faire une cellule qui va atteindre 25% et qui va vous rendre compétitif. Donc il faut cette brique-là, on l'a, et il faut construire là-dessus. Donc, mais voilà, il ne faut pas être trop ambitieux, sinon on risque de faire comme Carbone qui a vu trop grand, trop vite. Il faut y aller étape par étape. Là, je vais répondre. Je suis désolé, j'interromps, mais je suis désolé pour les autres. Bon, déjà, nous, dans notre équipe, on a le co-inventeur de la technologie TOPCon. Donc, la technologie, on la maîtrise. Après, je suis assez d'accord sur le fait qu'on a besoin des Chinois, évidemment, puisque l'industrie, elle est là-bas. Donc, les équipements pour fabriquer, ils sont là-bas aussi. Hein. Donc, et sur ce point-là, on a peut-être c'est un élément différenciant du projet Carbone. C'est qu'on a un accord justement sur les licences, on a un accord de licence sur les brevets, parce que oui, c'est le point capital. Déjà, entre eux, il y a une grosse bataille, et puis bon, mon passé m'a fait vivre ce genre de choses. C'est un point capital. Sécuriser les brevets, évidemment, parce que sinon, ils vont nous empêcher de produire. Hein, donc, ça, c'est clair. Vous avez accès au brevet, en l'occurrence, de Trina Solar, voilà, qui est un des géants mondial du panneau photovoltaïque, voilà, et qui vous aidera aussi pour les procédés d'industrialisation. Antoine Chalot, sur cette question des relations avec la Chine, est-ce que sur la partie plus amont, recherche, développement, est-ce que vous aussi, vous nouez des partenariats, ou est-ce que même vous êtes sur certains domaines en avance sur ce que fait la Chine, qui est très forte sur la fabrication ? Alors, on a deux gros avantages. Le premier avantage, c'est que le marché des panneaux en fin de vie, il est en Europe d'abord, et il le restera, sur les 10 prochaines années, ça restera le plus gros marché. Bon, la Chine va bientôt suivre, parce que la Chine a eu un marché qui a explosé. Et donc, on a été les premiers à se poser la question, on a pris de l'avance. Donc, on est actuellement, dans le monde, Rosy Solar, on est la première société à recycler le silicium et l'argent des panneaux photovoltaïques et à les réintroduire dans l'industrie telle qu'elle est actuellement. Donc ça, c'est une fierté. Par contre, on n'est qu'au tout début. En France, l'année dernière, on a collecté à peu près 10 000 tonnes de panneaux photovoltaïques en fin de vie. En même temps, on en a mis 400 000 tonnes sur le territoire. On parle souvent en gigawatts, en tonnes, ça fait 400 000 tonnes de panneaux. Donc vous voyez que dans 20 ans, ce n'est pas 10 000 tonnes qu'il faut recycler, c'est 400 000 tonnes. Pour la France, pour l'Allemagne, c'est bien plus. Donc nous, on a un défi de passage à l'échelle. Et ce défi de passage à l'échelle, c'est celui qui avait été réussi par la Chine sur les panneaux photovoltaïques. Nous, sur le recyclage des matières premières, il faut qu'on garde l'avance qu'on a aujourd'hui. Donc on a une avance, et on a une avance qui intéresse les acteurs chinois. Donc on parle aussi avec les grands acteurs chinois, les grands fabricants de panneaux solaires, parce que eux, le recyclage, c'est pas leur business, c'est pas ça qu'ils ont envie de faire. Ils font des petites démonstrations comme ça pour montrer que ça fonctionne. Mais du coup, eux, ils veulent s'assurer que les panneaux vont bien respecter la réglementation européenne qui force à recycler les panneaux photovoltaïques en fin de vie et de le faire de façon compétitive. Et nous, notre procédé, on pense que c'est le plus compétitif sur le marché. Et donc, ils viennent nous voir pour ça. Par contre,
il y a aussi une occasion sur ce recyclage qui est à la fin de vie des panneaux, mais qui est aussi sur les déchets de production. Et donc, on travaille là-dessus avec Holosolis. Il y a de la compétitivité à aller chercher là-dessus. Bon, c'est une compétitivité marginale par rapport au fait de passer à l'échelle. Enfin, les défis de passage à l'échelle pour l'industrie photovoltaïque en Europe, ils sont gigantesques. 4-5 gigawatts, je ne sais pas si grand monde ici a une idée de ce que ça représente en nombre de halles bien plus grandes que celle-là dans les faits. Mais sur le recyclage, nous, si notre usine elle fait la taille de cette grande halle, bientôt elle fera 5 fois la taille de cette grande halle, quoi. En tout cas, avec des acteurs comme ceux-là, on a des cartes à jouer en Europe sur cette chaîne de valeur en amont. On ne peut pas se passer d'eux aujourd'hui et de leur vision. Je voudrais revenir sur 2 moments forts de la matinée et vous faire réagir à quelque chose. On a le représentant d'Engie ce matin qui nous a dit on vit une crise en parlant des plans sociaux, des projets qui sont retardés dans la filière solaire. Et juste avant, on a le représentant d'Amber qui, lors de sa keynote, nous a dit là, en mars 2026, il y a 2 mois, la Chine n'a jamais autant exporté de panneaux photovoltaïques avec 68 gigawatts. C'est un record historique. Ce qui veut dire que dans un moment où l'industrie chinoise est surcapacitaire, a des capacités de production bien plus élevées que la demande, et dans le même temps, on a les développeurs qui vont pas très bien, comment penser que fabriquer en France, j'y reviens quand même, avec des prix plus élevés, ça va être viable? Oui, je pense qu'il y a un élément de contexte un peu qu'on omet, parce qu'on a l'impression qu'on produit en France indépendamment de ce qui se passe ou de la stratégie de développement industriel de la Chine. Il faut bien considérer qu'un industriel chinois n'est pas du tout soumis à la même logique qu'un industriel français. Il n'agit pas librement au sens où il va chercher vraiment ce qu'il y a de mieux pour son entreprise. Il agit dans le cadre d'une stratégie que le parti communiste a défini pour la Chine. Et ça, on l'omet un peu trop souvent. Moi, je vous conseille de regarder un peu le 15e plan quinquennal qui vient de sortir. C'est le plan qui va se traduire de 2026 à 2030, qui est extrêmement structurant pour l'industrie en général, et en particulier pour la filière des panneaux solaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il nous explique, et je vous conseille vraiment de lire le président Xi Jinping qui explique ce qui va se passer. La politique d'expansion de la Chine ne va pas, comme nous le pensions initialement, se fonder sur son marché intérieur, mais beaucoup plus sur son marché extérieur. Donc il y a une politique expansionniste. L'Europe y compris. L'Europe y compris, extrêmement agressive, et en particulier sur les nouveaux systèmes de production énergétique. Donc ça, c'est extrêmement clair. Donc c'est pour ça que vous me voyez, je ne peux pas faire de China bashing, mais ce que je veux vous dire, c'est ne soyons pas naïfs. Certes, on a besoin de leur technologie, mais ne soyons pas naïfs sur le fait qu'il n'y aura pas une contrepartie. Si vous voulez, leur objectif, et ça c'est extrêmement important, c'est que la Chine en 2049 s'est positionnée en disant nous on ne veut plus être l'usine du monde, on veut être le leader mondial de l'industrie à haute valeur ajoutée. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont nous fournir de la technologie à bas coût, des licences à bas coût et que bon voilà tout va bien se passer pour nous. Non, pas du tout. Leur objectif c'est de continuer leur développement, d'avoir un leadership assumé sur les énergies en particulier, sur d'autres séries de technologies à très haute valeur ajoutée, et que ça va se traduire par un modèle économique qu'il faut penser dès à présent. Enfin, ne soyons pas naïfs sur la façon dont on va vouloir se réapproprier des technologies avec les Chinois, avec le soutien des Chinois. Voilà. Est-ce qu'on est trop naïf, Philippe Massé, de croire que parce qu'il y a un marché solaire en expansion, on peut en profiter pour produire des panneaux en France ou en Europe. Mais, ou en Europe. Je pense que cette naïveté est en train de... Enfin, il y a une prise de conscience, mais elle est un peu lente, je pense. Mais il est crucial de l'avoir maintenant parce que les États-Unis, l'Inde, d'autres grands marchés européens, le Brésil, grand marché PV, ont pris des mesures pour fermer leur marché aux produits chinois, au moins partiellement. On est les seuls qui n'avons rien fait. Sur les onduleurs, la Commission européenne l'a annoncé il y a on commence à mettre un des mois et demi. restrictions, mais quand on regarde de nouveau le diable est dans les détails, la mesure qui a été annoncée récemment ne concerne qu'une toute petite partie du marché. Et à l'heure actuelle, le NZIA et le IAA, comme on l'appelle, aussi ne concernent qu'une partie du marché, ce qui a du sens
j'entendais ce que vous disiez sur les développeurs. L'idée à court terme, c'est pas de fermer tout le marché aux produits chinois, ce serait contre-productif. On va tuer le marché. C'est pas l'objectif. Mais il faut avoir un objectif à plus long terme et mettre en place les mesures qui sont nécessaires pour y arriver. Et c'est ça qu'on est en train de faire, un peu peut-être de façon timide, trop timide, mais je pense qu'on est sur la bonne voie, il faut juste accélérer. Et que surtout les États membres, j'entendais que dans les ministères, il y a du soutien, c'est très bien, il faut que ça se traduise en mesures concrètes, parce que le NZIA, c'est une boîte à outils qui existe au niveau européen, elle ne sert à rien si les États membres ne s'en servent pas pour mettre en place des appels d'offres ou des règles spéciales pour les panneaux européens. On parlait de l'Italie, il y a des choses qui se font en France que je trouve aussi timides. Bon, il n'y a rien qui se fait en Belgique, par exemple. Ça commence un peu en Allemagne, mais de nouveau sur des volumes très très faibles. On parle de peut-être un demi-gigawatt ou 1 gigawatt en Allemagne sur un marché qui en fait 15. Il faut être plus ambitieux. Antoine Chalot, est-ce qu'il faut arrêter de courir après la Chine et peut-être inventer la prochaine génération déjà de panneaux solaires ou de procédés? C'est ce qui a été noté. On ne peut pas développer une industrie qui soit dépendante des technologies chinoises, donc il faut avoir nos propres technologies et arriver à se battre là-dessus. On a de la chance en Europe, on a quand même quelques centres de R&D qui ont des compétences haut niveau. Après, il faut les passer à l'échelle industrielle. Le transfert, c'est là actuellement qui manque, c'est de passer à l'échelle ces technologies qui sont développées par les quelques gros RTO européens qui développent ces technologies à l'échelle pilote, on va dire. Ils sont capables d'avoir de l'avance sur la Chine, sur la prochaine génération de panneaux solaires, par exemple? Je ne sais pas si ça sera de l'avance, mais ce n'est pas l'avance technologique de la Chine qui a fait qu'elle est là où elle est aujourd'hui. C'est qu'elle a eu un soutien public pour développer un marché interne et un marché à l'export qui était une politique industrielle, et ce n'était pas juste de la techno au début, ça a été se battre sur les coûts, créer son propre marché, défendre ses propres produits et ses entreprises. Donc c'est plus du soutien industriel à des entreprises qui concrètement mettent en œuvre des capacités de fabrication de panneaux, pour notre part de recyclage des panneaux photovoltaïques, avec une vision que à terme c'est bénéfique pour l'économie française et européenne. Donc c'est pas juste une question de développer quelques technos, parce que des records de technos, on en a plein en Europe, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de panneaux qui sont installés qui utilisent ces technos-là. Laurent Baudin, vous aurez le mot de la fin. Vous nous donnez rendez-vous, je crois, fin 2027, début 2028 pour l'ouverture de la Gigafactory en Moselle. C'est quoi pour vous, à l'heure actuelle, la condition sine qua non de votre réussite? Alors déjà, pour faire un point, vite fait, on est dans une levée de fonds, on va faire des annonces au sommet de Choose France, de nouveaux investisseurs. Donc en juin. C'est fin mai, je pense, début juin, Choose France, ouais, je sais plus. Bon, ok. 1er juin, me dites. Ouais, 1er juin, donc là, il y aura des annonces de fête. Bon, notre projet continue, l'objectif c'est de pouvoir livrer des modules à partir de 2028. Je vais quand même encore faire un petit écart, je voudrais dire quand même que sur la R&D, et un dernier, sur la recherche et sur le prochain palier technologique qui arrive sur la cellule, justement, sur les cellules tandem, il y a quand même une grosse partie de la R&D qui est encore en Europe. On a Oxford PV, on a le CEA, on a l'INES, on a Fraunhofer et d'autres encore. Donc la Chine, certes, est très forte, mais on a encore des atouts à défendre ici et qui vont nous permettre aussi de défendre l'industrie. Et la condition sine qua non de votre réussite, en quelques mots, alors? C'est l'argent, évidemment. Voilà, il n'y a pas de. Aujourd'hui, c'est les levées de fonds qui vont faire que le projet va aller plus ou moins vite. C'est aussi un actionnariat assez solide, puisqu'on a un actionnariat qui est international aujourd'hui. Sur un projet à 1 milliard d'euros, on ne l'a pas mentionné. 1 milliard, voilà, l'investissement c'est 1 milliard, puis une réglementation qui nous soutienne. Et comme dans tous les business, c'est le timing qui va jouer. Aujourd'hui, peut-être que Carbone a décidé d'arrêter parce que le timing n'était peut-être pas très adapté à sa progression. Nous, pour l'instant, le timing est très adapté. Donc voilà. C'est pas l'argent qui a manqué à Carbone, a priori, vu les niveaux de subvention qui ont été mobilisés. Oui, enfin bon. Voilà. Rendez-vous dans 1 an et demi, du coup, pour le lancement de la Gigafactory. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. C'est le pire que je souhaite à tout le monde, voilà, parce que c'est 2000 emplois directs et 5000 emplois indirects, voilà. Merci à tous les 4 et merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Un mot de conclusion tout de suite.
Je vais pas être long vu l'heure. Merci, juste pour vous remercier sincèrement, chaleureusement tous nos intervenants, toutes nos intervenantes qui sont parfois venus de loin. Remercier tous les participants aujourd'hui, toujours aussi nombreux, tous nos partenaires qui ont soutenu cet événement, Bordeaux Métropole Énergie, Total Énergie, BNP Paribas, la Banque des Territoires, Power Earth Foundation, nos exposants Eiko, Fox, Sungrow, Huawei, Power Connect et Revolt. Un grand bravo à toutes les équipes de la Tribune à Bordeaux, à Paris qui ont porté cet événement dans un contexte pour le moins acrobatique. Un grand merci aux équipes techniques, à la faïencerie pour son accueil. À 14h, vous retrouverez 2 tables rondes animées par Power Earth sur les nouveaux modèles d'affaires liés aux batteries. Et puis vous retrouverez les meilleurs moments de cette matinée sur le site et l'application latribune.fr. Prochain événement de la Tribune, le Paris Air Forum à Paris, comme son nom l'indique, le 12 juin 2026. Merci à toutes et tous et très bon après-midi à vous.